Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr. C'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du dimanche 8 septembre 2013. Aujourd'hui nous parlerons de Marseille, le gouvernement qui avance l'idée d'un pacte national. Et puis en Australie, il y a eu les élections et nous verrons qui est le nouveau Premier ministre. Suivi bien évidemment de votre chronique habituelle, l'agenda de la semaine. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le grand show de l'info. Allez, à présent, nous parlons donc de Marseille et le gouvernement qui avance l'idée d'un pacte national. 24 heures après la mort par balle de 2 nouvelles personnes à Marseille et dans sa région, dont le fils du directeur sportif de l'Olympique de Marseille, José Anigo, les pouvoirs publics se sont à nouveau pressés pour tenter d'apporter leur réponse à une population exaspérée. Depuis le début de l'année, 15 personnes ont été tuées au cours de ce qui ressemble à des règlements de compte dans les Bouches-du-Rhône. En marge du G20 à Saint-Pétersbourg, François Hollande a annoncé davantage de moyens sans donner plus de précision et a promis des résultats qui prendront cependant du temps. Manuel Valls avait demandé à tout le monde de se mettre autour de la table pour redonner espoir aux Marseillais. Une table ronde sur la sécurité en présence de l'ensemble des élus et parlementaires marseillais a eu lieu ce samedi. Même son de cloche à Matignon où le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a estimé qu'il fallait encore amplifier la bataille contre les trafiquants. Cette recrudescence des règlements de compte s'explique selon lui par le fait que la police est en train d'obtenir des résultats sur place. On a dérangé des bandes dans leur activité, donc ça a conduit à des règlements de compte supplémentaires. Cette succession de faits divers contribue aussi à saper la stratégie de reconquête de la sécurité dans la ville engagée en septembre 2012 par le gouvernement avec l'envoi de 235 policiers et gendarmes supplémentaires et la création de 2 zones de sécurité prioritaires. Le Front National veut visiblement profiter d'un climat politique délétère pour ravir l'UMP à la mairie de Marseille. Florian Philippot, le vice-président du FN, croit ainsi que son parti a des chances sérieuses de l'emporter dans la cité phocéenne où il a déjà investi quasiment 600 têtes de liste. Dans les rangs socialistes, Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée à la lutte contre l'exclusion et candidate aux primaires socialistes, avait évoqué de vrais réseaux mafieux. Il faut regarder les signes extérieurs de richesse, remonter les réseaux jusqu'où se trouvent les comptes en banque dans les endroits protégés, a déclaré la ministre. Mais l'idée d'un pacte républicain à quelques mois des municipales semble faire son chemin. Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, à l'UMP, a donné son accord au pacte proposé par le gouvernement. Les municipales, cela ne presse pas, il faut d'abord essayer d'éradiquer le trafic de drogue et donc empêcher les voyous d'acheter des kalachnikovs aussi facilement, a-t-il souligné. En tout cas, sous le coup de l'émotion après la perte de son fils Adrien, José Anigo, le directeur de sportif de l'Olympique de Marseille, a fait ce constat désespéré à propos de Marseille lorsqu'il déclare « Quand je disais que cette ville mange ses enfants, j'avais raison et ça s'est passé ». Voilà donc ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur Marseille. Voilà, et Marseille qui n'en finit plus. En tout cas, des renforts policiers ont été annoncés lors de la réunion de ce samedi matin. Allez, à présent, nous parlons de l'Australie. Plus qu'à 55 ans, le patron du parti libéral australien, Tony Abbott, succède à Kevin Rudd au poste de Premier ministre. Surnommé le moine fou, cet ex-séminariste catholique et conservateur
a su adoucir son image pour mener sa coalition vers la victoire lors des élections générales. Autrefois surnommé le moine fou, le dirigeant du parti conservateur australien Tony Abbott s'est appliqué à polir son image et à tenir sa langue, une stratégie payante qui lui permet d'accéder au poste de Premier ministre d'Australie. Cet ancien séminariste catholique monarchiste, le pays à Élisabeth d'Angleterre comme chef d'État et donc opposant au mariage gay, est réputé pour son franc-parler. Son ancienne opposante, l'ex-premier ministre Julia Gillard, lui reprochait d'être profondément misogyne dans un paysage politique déjà peu clément envers les femmes. Mais le dirigeant du parti libéral s'est efforcé d'adoucir son image. Il pose avec sa femme et ses 3 filles âgées d'une vingtaine d'années et évoque ses liens avec sa sœur homosexuelle. À propos de ces gaffes qui lui ont souvent attiré les railleries de ses opposants, il déclarait en début d'année qu'il avait certainement dit des choses qu'il ne dirait plus à présent. Lui-même avait accédé quelques mois plus tôt à la tête de son parti, au grand étonnement de tous. Il avait remporté le vote à 1 voix près dans un silence de sidération selon la presse. Il est né à Londres de parents australiens le 4 novembre 1957 avant de grandir en Australie. Étudiant à l'université de Sydney, il a ensuite remporté une bourse pour Oxford. Anthony John Abbott a envisagé un temps la prêtrise et est entré au séminaire. Il a finalement opté pour le journalisme, puis une carrière politique. Élu au Parlement en 1994, il était ministre de la Santé dans le gouvernement de John Howard. Amateur de boxe, il appartient à un groupe de pompiers volontaires pendant la saison des feux de brousse, à une équipe de sauveteurs sur les plages proches de sa maison dans le nord de Sydney, et n'hésite pas à poser pour les photographes vêtus de son short de cycliste moulant en lycra noir. Ces façons d'Australiens macho et sans complexe lui ont parfois causé du tort. Ils avaient qualifié de connerie absolue l'argument de la communauté scientifique qui attribue à l'action de l'homme le réchauffement climatique et accusé Julia Gillard d'avoir un sourire mange-merde, c'est lui qu'il cite, avant de s'excuser platement devant le tollé provoqué. Son programme, qui se veut pro-entreprise, prévoit l'annulation de la taxe carbone payée par les grands groupes polluants et votée sous les travaillistes, la mise en place d'une politique très restrictive pour les immigrants illégaux qui arrivent en bateau sur les plages australiennes et 6 mois de congés payés pour les jeunes mères. Voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir sur ce nouveau Premier ministre en Australie. L'agenda de la semaine, à présent dans le grand show de l'info, a commencé par lundi 9 septembre et le procès débute, le procès des écoutes à Londres, les écoutes téléphoniques pratiquées par News of the World, tabloïd anglais qui appartenait à Rupert Murdoch. Mardi 10 septembre, l'Assemblée nationale se penche sur le projet de loi pour l'accès au logement. Les 2 mesures phares sont la garantie universelle des loyers et l'encadrement des prix dans certaines zones comme Paris, Marseille, Lyon, Ajaccio, Montpellier et le bassin d'Arcachon. Et puis toujours mardi, c'est à New York que les démocrates organisent des primaires afin de désigner leur candidat à la mairie. 2 favoris se détachent, Christine King, conseillère municipale qui défend la cause gay, et Bill de Blasio, médiateur de la ville. Le successeur du maire actuel Michael Bloomberg sera élu le 5 novembre prochain. Mercredi 11 septembre, 15e festival de la fiction TV de La Rochelle. Au menu, 28 programmes en compétition et 6 événements, dont la suite de Scènes de ménage, la saison 2 de Platane. Les projections sont ouvertes au public et elles sont gratuites. Jeudi 12, les 120 meilleures golfeuses du monde se retrouvent à l'Evian Championship. Ce sont des femmes et seront notamment présentes à Évian-les-Bains la sud-coréenne Inbi Park et la française Caroline Alfonso.
Vendredi 13, la fête de l'humanité s'ouvre à la Courneuve. Asaf Avidan, Archive et l'Orchestre National de France seront les têtes d'affiche de ces 3 jours de débat et de musique pour 30 €. Samedi 14 septembre, 30e journée du patrimoine, 30e journée européenne du patrimoine sur le thème 1913-2013, 100 ans de protection, l'occasion de visiter gratuitement des milliers de sites à travers la France et notamment le palais de l'Élysée. En 2012, l'opération avait attiré plus de 12 millions de visiteurs. Et puis dimanche 15, le prix Nobel, le Dalai Lama, le prix Nobel de la paix birmane, Aung San Suu Kyi et la chanteuse Joan Baez font partie des invités du Forum 2000 à Prague. Cette conférence créée par l'ancien président Václav Klaus s'intéresse cette année au thème société en transition. Et puis cette information que l'on me rajoute en régie, c'est donc que la Lettonie va entrer dans la zone euro et elle y entrera jeudi 12. Voilà donc ce que nous pouvions dire pour le programme très chargé d'une nouvelle semaine d'actualité qui nous attend. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous samedi pour de toutes nouvelles actualités sur le www.bigradio.fr. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine à tous.